Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Je veux dire, madame, messieurs, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce premier rendez-vous de la saison qui va bientôt débuter et qu'on a hâte de débuter. C'est pas le sportif qui va me contredire. Juste pour vous faire un petit point d'étape donc de ce qui va se passer, enfin de ce qui s'est passé, un point d'étape et on évoquera un petit peu ce qu'il adviendra sur le plan sportif avec les personnes qui sont autour de moi. Alors vous faire juste un petit rappel sur des sujets qui sont quand même importants. C'est le budget du club qui avait été proposé à la DNCG, qui était sensiblement le même que celui de la saison passée, avec, vous êtes au courant, malgré tout, une coupe qui a été assez franche, puisque à l'attribution des droits télé, qui ont été nettement revus à la baisse, cette baisse-là vient impacter directement les clubs dont nous faisons partie. Nous allons avoir notre budget qui va être coupé de facilement 2 millions d'euros, donc par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Donc c'est un énorme manque à gagner auquel on fera face, puisqu'il faudra qu'on y fasse face. Et on va s'efforcer de travailler pour faire en sorte de rétablir ce genre d'anomalie, en sachant qu'il nous avait été annoncé qu'on serait sensiblement sur le même montant au départ, et qu'on nous avait conseillé de présenter un budget qui tiendrait compte du même montant des droits télé. Bon voilà, ça n'est pas le cas. Alors on va pas en revenir dessus. Faut pas qu'on se fasse on en a déjà fait un sujet. Je dirais que maintenant, il nous incombe à nous de faire en sorte de combler ce manque-là et de travailler pour faire en sorte que nous soyons plus contraints par cet aspect financier. En lien très direct avec ça, c'est justement les droits télé, et le lien, c'est la reprogrammation des journées de championnat. C'est un sujet que je mets en priorité parce que ça nous impacte. Et quand je dis nous, c'est notre communauté. C'est-à-dire que, évidemment, on est conscient que les supporters aujourd'hui qui viennent nous soutenir, qui nous apportent ce soutien, un soutien financier puisqu'ils s'abonnent ou parce qu'on achète de la place au match, et un soutien moral très fort dont on a besoin quand on est une équipe qui se veut performante. Et aujourd'hui, en fait, avec cette reprogrammation qui nous a été évidemment imposée, il ne peut pas en être autrement, mais imposée à 15 jours seulement du début du championnat, et c'est aussi ce que l'on déplore. C'est un des critères que l'on déplore, c'est que on nous prévient alors que nous-mêmes nous avions programmé nos déplacements. Comme je l'ai dit, au sein de notre collège Ligue 2 avec les autres présidents, on fait partie des clubs qui se déplacent le plus, puisqu'on va prendre 16 fois l'avion cette saison pour aller jouer là où on doit le faire. Donc ça vous impose d'anticiper, de programmer des avions, que ce soit sur des lignes régulières ou des avions privés. Et quand vous prenez des réservations ou des pré-réservations, pour éviter d'être justement contraint de ne plus avoir de place, et que vous devez changer à 15 jours du début de votre championnat, vous devez changer les jours de départ, croyez-moi, c'est pas la même chose. Et ça implique ça va impliquer des surcoûts. Ça va impliquer des surcoûts au niveau des hôtels, puisqu'on change aussi les jours de réservation des hôtels. Enfin voilà, et c'est un surcoût qu'on a estimé entre 150 et 200 000 euros. Voilà, il faut que vous le sachiez. Donc, on a moins de droits de télé et on nous demande de dépenser un peu plus pour nous déplacer. Voilà. C'est un état de fait auquel on fera face, parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça fait partie des contraintes et des défis que nous relèverons ensemble. Et encore une fois, je suis désolé pour nos supporters, puisque je sais que beaucoup avaient misé sur le match du samedi, en pouvant se déplacer. On a beau expliquer que le vendredi, nous on a des supporters qui viennent de loin aussi, et qu'en finissant de travailler, le but c'est pas d'être prêt dans la tenue du supporter et de dire je finis de travailler, je ferme la porte du bureau et je file pour me faire 3 heures de route pour venir supporter mon club et rentrer après toute une semaine de travail sans m'être reposé. On sait que c'est très contraignant, mais malheureusement, on essaie de faire changer un petit peu certaines choses avec
avec la majorité des présidents de Ligue 2, soyez-en conscients, mais c'est quelque chose qui est très difficile. On est malheureusement contraint là aussi. Dans les chapitres des contraintes, je vais vous parler un petit peu des travaux. J'en ai déjà parlé au cours de l'interview qu'on avait réalisée avec Frédéric il y a 2 mois maintenant. C'est la contrainte des travaux dans le stade. Vous avez pu. Alors aujourd'hui, on est dans une salle de presse qui est neuve, plutôt jolie. C'est bien. C'est un des seuls aujourd'hui. C'est une des seules parties du stade qui est véritablement terminée. On sait que les travaux vont prendre 2 ans. Alors je le répète. Je pense que c'est un mal pour un bien, puisqu'on aura un stade qui sera certainement beaucoup plus fonctionnel qu'il ne l'a été jusqu'alors. Et là, croyez bien qu'on travaille main dans la main avec la CAB, que je remercie d'ailleurs, de prendre les engagements qu'elle prend, avec l'écoute maximum qu'elle peut donner au club. Et sachez aussi que le club est un facilitateur. On essaie de faciliter la chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes... on n'est pas figé dans des positions devant la CAB en disant qu'on ne peut pas utiliser telle ou telle salle, on peut pas... voilà, donc on ne bloque pas. On est véritablement dans un travail qui est main dans la main. Ça crée beaucoup de choses, de perturbations. On a eu l'occasion, et j'ai eu l'occasion de m'en exprimer sur différentes ondes, n'est-ce pas Bernard, pour expliquer le choix qui avait été fait sur les abonnements et la manière dont on commercialisait les abonnements. Je sais que c'est... Encore une fois, c'est contraignant, mais on essaie de prendre la moins mauvaise des décisions. Ce sont des choses qui sont difficiles elles sont difficiles à régler. Je ne vais pas dire que c'est difficile à anticiper. On a essayé d'anticiper, mais il y a des choses qui nous sont imposées sur des dates de travaux, de la réalisation de chantier. Il faut un certain temps pour faire des choses. Et donc voilà. Et dans tout ce contexte-là, on essaie de faire en sorte de satisfaire au mieux. Et je sais qu'on déplaît à certains, mais croyez bien que ce n'est pas une volonté, c'est véritablement fait, voilà, encore une fois, on essaie de faire ça de la meilleure des manières et avec la plus grande conviction pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait. J'en viens justement, c'est la transition avec les abonnements. Aujourd'hui, on est à 4700 abonnés. Je pense que on est sur un bon rythme. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont déjà abonnés de l'avoir fait, avec des nouvelles formules qui ont été proposées pour essayer d'avoir un panel un peu différent et une offre un peu plus élargie pour ceux qui souhaitent soutenir et venir voir le Sporting à domicile. Et voilà, c'est un chiffre dont on ne se satisfait pas aujourd'hui. Je pense qu'on est sur un bon rythme. J'espère que le chiffre va encore croître. Vous savez qu'on a capé nos abonnements à 8000, c'est le chiffre que je ne vais pas dire qu'on espère atteindre, on l'espère bien évidemment, mais en tout cas c'est le chiffre qu'on a fixé comme limite pour pouvoir permettre à des personnes qui ne seraient pas capables de venir s'abonner, de pouvoir venir au match. Ça nous permet dans un stade qui ne va contenir plus que 10 500 personnes pendant quasiment 2 saisons, ça va permettre aux 2500 au-delà des 8000 de venir au match sur différentes rencontres. Donc voilà, je vous présente aussi, comment dire, je vais un peu parler des travaux sur la partie VIP, et je refais un petit tour. C'est qu'on est contraint un petit peu sur le salon. On devait avoir... alors tout le monde pensait que le Sporting allait jouer à huis clos le 24 août lors de sa première journée à domicile. Alors ce ne sera plus le 24, déjà ça sera le 23. Mais il se trouve qu'on a obtenu une décision plus que favorable et je félicite les services du club qui ont travaillé avec le concours de notre avocat, puisqu'on a passé une audition... il y a une quinzaine de jours sur laquelle on a expliqué pas mal de choses. On a donné des éléments à la commission supérieure d'appel pour faire en sorte d'infléchir cette décision de huis clos. Décision donc on a réussi à faire infléchir. Et sincèrement, je félicite les gens qui y ont travaillé. Et en fait, voilà, il y a des travaux qui viendront quand même nous perturber sur les premières journées de championnat. Malheureusement, notamment sur l'accueil dans les salons VIP. Mais le club travaille pour essayer d'offrir des choses qui seront d'être, je dirais, convenables et conformes à ce que l'on doit proposer à nos supporters. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je devais vous dire pour introduire
D'abord Frédéric et puis ensuite Benoît. Benoît qui craignait que je parle beaucoup. Je pense que ça a été le cas. Mais j'avais dit que je serais concis. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais passer la parole à Frédéric et puis on donnera la parole ensuite à Benoît. Ben moi, je vais... Bonjour à tous. Je voulais simplement expliquer un petit peu ce qu'on faisait sur le plan sportif. Je ne suis pas... On appelle ça, je ne saurais même pas comment me qualifier dans mon rôle. Parce que je ne suis pas un directeur sportif classique. Je ne suis pas un coordinateur sportif. Je suis un peu tout, mais voilà. Je suis surtout un ancien entraîneur. Et le but quand on s'est rencontré avec Claude, c'était de dire comment on peut faire pour essayer de faire évoluer le club dans un nouveau cycle. Il y a eu un bon premier cycle, 2017, j'ai déjà dit, jusqu'à aujourd'hui, parce que le club, ça fait 4 ans qu'il est en première division, avec de bonnes choses. Et en deuxième division, pardon. C'est révélateur, peut-être, on ne sait jamais. Et le club est parti de National 3, et Claude, avec toute son équipe, avec les différents entraîneurs qui sont passés, ont fait en sorte de retrouver le monde professionnel. Donc, quelle politique sportive mettre en place? Et vu par un entraîneur, pas par un directeur classique, les directeurs sportifs classiques qui ont d'autres formations, qui viennent d'autres horizons. Moi, je viens du terrain. Donc la première chose, c'était de définir la politique sportive, donc de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, ma vision, elle était simple, je veux dire, des joueurs faits, aujourd'hui dans le football actuel, avec les moyens que l'on a, des joueurs de 25, 26, 27, 28 ans qui sont déjà opérationnels. Je ne dis pas que c'est impossible, mais très compliqué à avoir parce qu'ils ont déjà des salaires qu'on ne peut pas assumer. Donc, on est parti sur une politique sportive, dire on va faire de la post-formation. Et vous avez vu le recrutement, on en parlera tout à l'heure, le recrutement est parti de là, dire on va prendre des joueurs où on a décelé des talents, que ce soit en national, que ce soit en D2, que ce soit venir d'Afrique, aujourd'hui d'Amérique du Sud. Donc voilà, on a essayé d'élargir un petit peu l'horizon et de faire en sorte de les amener à... D'où le choix de Benoît. Parce qu'il fallait faire un choix d'entraîneur. Le choix de Benoît est venu naturellement parce que Benoît était l'entraîneur formateur. Et je sais qu'il va faire progresser énormément les joueurs. Donc les amener. Donc voilà un petit peu la vision qu'on avait pour faire évoluer donc cette politique sportive. Donc la politique sportive, elle vient alors. Il y a aussi des joueurs en Corse. Donc voilà. Je ne vais pas faire de la démagogie, mais il y a 1 ou 2 joueurs par génération. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 1 ou 2 joueurs qui peuvent prétendre par génération devenir professionnels. Et il ne faut pas qu'on les rate, cela. Donc il faut mettre une politique en place pour les amener. Donc on en a quelques-uns déjà dans l'équipe. Mais tous les ans, on veut à un moment donné avoir intégré 1 ou 2 corps dans cet effectif. Et quand on intègre 1 ou 2, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça va vite. Hein. Et si on les réussit, bon, ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Il faut des années pour ça. Mais on a aussi cette vision-là de dire à un moment donné, on veut garder une vraie identité. Donc voilà en gros ce qu'on a essayé de faire depuis maintenant le mois de mai. Voilà. Donc on a recruté beaucoup de joueurs. Il y en a d'autres qui sont partis. Vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a un seul ancien, c'est Alquesson. Parce qu'on a pensé qu'à ce poste-là, il fallait peut-être un peu d'expérience. Voilà. Et puis le reste, ça va de 18 à 23 ans. Donc voilà, on est en plein dans la post-formation. Il y en a qui sont un peu plus en avance, d'autres qui partent un peu plus loin, mais c'est pour demain. Donc on a mis cette politique en place. Donc il y a du talent dans notre équipe, mais c'est jeune. On va sûrement être une des équipes les plus jeunes, voire la plus jeune. Mais j'ai bon espoir que ça prenne et qu'avec Benoît, ça aille dans le bon sens. Donc voilà pour expliquer la politique sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un club qui faisant de la post-formation. Alors on va les recruter. Bon, alors il y
il y a eu la constitution de l'effectif de cette année, dont on parlera tout à l'heure. Et puis après, il y a ce qu'on va faire par la suite. Donc on va faire une cellule d'observation, pas une cellule de recrutement, une cellule d'observation qui va observer des championnats qui sont à notre portée financièrement. Et puis on va essayer. Alors ça va être du National 2, ça va être du National, ça va être l'AD2 bien sûr, ça va être les centres de formation du continent, ça va être la région aussi chez nous. Donc voilà, ça va être voilà, donc et ça va être aussi peut-être 2 pays en Amérique du Sud, ça va être un peu l'Afrique, ça va être un petit peu, mais qui rentre dans nos possibilités financières. Il ne sert à rien de regarder en Ligue 1, on ne peut pas voir les joueurs. Sauf des prêts par moment. Ça ne sert à rien de regarder par exemple la D2 italienne. On n'aura pas les joueurs. Sauf sous forme de prêt. Sauf sous forme de prêt, comme on l'a pu avec Lisandre par exemple, Tramone. Voilà. Donc on reste des bons joueurs, il y en a de partout. Il y en a de partout des bons joueurs. On a 2 joueurs chez nous qui jouaient en R1 il y a 1 an et demi. R1 c'est la DH. Et aujourd'hui, ils jouent en D2. Donc, vous voyez un petit peu, notre politique, elle est là. Ça part d'une réflexion toute simple. Vous savez, l'équipe de France, les 25 joueurs qu'a sélectionné Didier Deschamps, sur les 25 joueurs, il y en a 9 qui ont un parcours qui n'est pas linéaire, qui a un parcours qui, à un moment donné, ils sont passés par le national, ils étaient amateurs. Voilà, donc, je ne veux pas parler de Kanté, de Giroud. Il n'y a qu'à regarder leur parcours. Vous verrez. Alors, il y a des parcours linéaires, c'est les centres de formation, on passe pro. C'est les 2 tiers. Mais il y a un tiers, ou un peu plus d'un tiers, qui ont des parcours. Et nous, on va être dans ce créneau-là et faire en sorte de faire progresser l'équipe et avoir une équipe très compétitive dans les 6 mois, dans 1 an, 2 ans. On prépare une réussite. Je ne dis pas quand est-ce qu'elle va réussir. Quand est-ce qu'elle va arriver, la réussite? On va dire on ne va pas monter cette année, on ne va pas monter l'année prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va monter. Par contre, on prépare par le travail et par notre politique sportive une réussite. Voilà en gros notre politique sportive. Donc maintenant on en vient au recrutement qui a été fait. Je ne sais pas si à un moment donné c'est là, si on peut le voir. Voilà, donc il y a beaucoup de départs. Donc vous voyez, il y a 11 départs. Donc voilà. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, il y a 11 départs. Il y a les arrivées. Voilà, les arrivées. Donc voilà, et des joueurs qui viennent de National, de D2, D1 hollandaise, voilà. Voilà. Dans les arrivées, il y a 4 joueurs, par exemple. Ça, c'est le travail pour demain. Peut-être que ceux-là, peut-être qu'ils vont faire des apparitions. Ça, c'est le travail de Benoît. Mais ça, on a déjà recruté des joueurs qui peuvent dans 1 an, dans 2 ans, dans 2 ans et demi, dans 3 ans, faire partie de l'effectif. Mais on a déjà commencé à se... Et il y a dans le groupe de Manu Guidicelli, parce que Manu Guidicelli fait partie intégrante de cette politique-là. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. C'est un très bon formateur. Il y a ce groupe pro, deuxième groupe, on va dire, où il y a beaucoup de bons joueurs aussi, qui, à un moment donné, peut-être que l'année prochaine, il y en a 2, 3, 4 qui monteront dans l'effectif pro. Voilà notre politique sportive. Donc voilà. Et vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes. Et le choix de Benoît est venu naturellement. Benoît a fait toutes ses classes ici. On a travaillé ensemble et je pense que Benoît est un très bon entraîneur, utilisateur aussi. Voilà. Mais c'est un grand formateur. Et on avait besoin d'un grand formateur pour faire progresser tous ces joueurs, tous ces jeunes-là. Et j'ai bon espoir qu'on y arrive. Voilà. J'ai été court, Benoît, ça a été. Il a entraînement, c'est pour ça, il a entraînement. On ne demande pas un jugement, tu es le garant doré. Donc voilà, et comme je connais un peu votre passion du football, j'ai dit. Non, écoutez, moi je suis déjà très, très heureux d'être devant vous. Je remercie Claude, je remercie Fred pour la confiance. C'est une grande responsabilité aussi pour moi. Voilà, je suis là où je veux être. Donc ça, c'est très important, quelle que soit la difficulté de la tâche ou quel que soit le challenge. Voilà, je suis très très content d'être là. J'ai remis les pieds dans un club qui m'a fait grandir, qui m'a formé. 15 saisons, c'est long. Je reviens ici après 8 ans d'absence. Comme je l'ai dit une première fois, je ne reviens pas dans un club, je reviens pas ici comme si j'étais jamais parti. Parce qu'en 8 ans, il se passe beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont repris le club en National 3, qui l'ont fait remonter.
Je pense bien sûr à la direction. Je pense à tous les entraîneurs qui sont passés ici, qui ont performé avec leur staff, et tous les gens dans les bureaux aussi qui ont mené le club là où il est aujourd'hui. Voilà, on a une grosse envie avec Fred de faire avancer ce club encore plus loin. Voilà, moi, le fait d'être parti sur le continent, ça m'a appris des choses aussi. Hein. Je reviens plus fort aujourd'hui. Voilà, on connaît les éléments qu'il faut mettre. Maintenant, ce club, il a une spécificité quand même. Il y a une force, une énergie folle, une énergie incroyable qu'il faut canaliser. Mais depuis le 3 juillet, jour de la reprise, on met tout en œuvre, que ce soit le staff, les joueurs, la direction, pour que cette saison se passe du mieux possible. Voilà, avec une politique claire et établie par la direction et par Fred. Je ne sais pas, on va parler de Manu un peu, parce que comme l'a dit Fred, par rapport à notre relation avec le centre de formation, c'est quelque chose de très très important. Voilà, Manu, c'est quelqu'un bien sûr que j'ai connu ici. Je l'ai connu joueur, je l'ai connu éducateur. Sur nos 8 ans passés sur le continent, on a toujours eu des relations proches. On était régulièrement en contact. Et on a vraiment une idée commune de la formation et de comment faire avancer le club à travers ces jeunes pour les faire performer. Et il y a eu un gros travail qui a été fait aussi à ce niveau-là par le club. Bon, ils ont eu l'agrément, mais il y a eu un gros travail aussi au niveau du recrutement. Aujourd'hui, Manu, il a une vingtaine de joueurs capables de bien travailler au quotidien et capables peut-être sur certains postes de suppléer très rapidement des manques dans le groupe pro. Donc voilà, moi je suis plutôt content du rythme de travail du club depuis que je suis là. Je trouve qu'on avance à un bon rythme. Après, la vérité, c'est le championnat. Le championnat, il arrive très vite. Ça sera à Metz. Et on fera tout pour être prêt. Messieurs, dames, si vous avez des questions à poser à ces messieurs, ils seront ravis d'y répondre. Président, bonjour. Alors, on a l'impression qu'en l'espace de quelques mois, le club a franchi vraiment un énorme pas dans le monde professionnel avec l'arrivée de Fred, avec le centre de formation. C'était prévu ou c'est arrivé un peu plus vite que prévu, cette progression rapide? Non, pas du tout. Alors, certains penseront qu'on y arrive, que cette structuration arrive tard. Je fais partie des gens un peu plus raisonnables. C'est quelque chose qu'on avait programmé. Tout à l'heure, Benoît a dit qu'il fallait. Fred a fait la référence aux différents entraîneurs et Benoît a parlé aussi des gens qui, dans les bureaux, ont œuvré. En fait, c'est une programmation. Il y a des choses qui ont été faites, programmées pour arriver là où on est aujourd'hui. Le centre de formation, c'est pas l'habilitation, l'agrément de la formation. On ne s'est pas levé vendredi matin en disant tiens, on va demander savoir s'ils nous donnent l'agrément. C'est quelque chose qui est travaillé depuis longtemps. Et donc, travailler avec des gens qui ont été de passage, plus ou moins longs, mais en tout cas, ce sont des choses. Et en fait, chaque personne qui doit venir au club doit venir poser une pierre à l'édifice qu'on est en train de bâtir tous ensemble. Qu'ils en posent une, deux ou trois, l'idée c'est que quand ils repartent, ils laissent leur pierre. Voilà. Et chacun vient et nous aide à bâtir tout ça. Donc en fait, c'est programmé au fur et à mesure. C'est programmé. Après, je comprends dans ce que vous posez comme question. C'est effectivement, on a l'impression quand même qu'il y a un coup d'accélérateur qui est donné. Alors c'est vrai que tout arrive en même temps. Et on est dans une configuration aujourd'hui que le club, en tout cas sous notre direction, n'a pas connue. Avec la direction sportive et la politique sportive telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est un pas que l'on a franchi cette saison. Et effectivement, ça crée quelque chose qui vient cadrer encore plus le projet du club dans sa globalité. Messieurs, bonjour. Vous avez annoncé donc la perte en raison de l'achat des droits TV d'environ 2 millions d'euros en moins pour le Sporting. Quel a été l'impact sur le club en général et même si cela a eu un impact sur, par exemple, votre politique de recrutement? Est-ce que vous avez dû peut-être abandonner des pistes de joueurs en raison de ce manque? L'engagement qui avait été pris avec la direction sportive n'ont pas été, Fred me corrigera si je dis une bêtise, mais ils n'ont pas été revus à la baisse. Voilà. On a fait ce qu'on a décidé qu'on devait faire.
Frédéric l'a fait en tenant compte d'un cadre. Voilà, un cadre financier qui avait été donné par rapport à ce qu'on avait présenté. Et donc en fait, on n'a pas fait de folie, mais en revanche, on s'est octroyé le droit d'être dans l'enveloppe initiale qui avait été présentée à la DNCG, malgré les 2 millions de moins. Voilà. Et ça, c'est une volonté du club, de la direction, puisque le principe, c'est que quand on met une organisation en place, il faut quand même se donner les moyens de pouvoir la mettre en place et l'éprouver. Donc il a fallu qu'on aille quand même, qu'on aille au bout de ces engagements-là. Une question à Frédéric Antoinette. Vous parliez d'une cellule d'observation sur plusieurs championnats. Est-ce que, par exemple, le recrutement de Juan José Guevara, qui a pu surprendre, est-ce qu'il fait partie de cette cellule d'observation? Est-ce que vous avez utilisé, par exemple, ce qui s'utilise de plus en plus, à savoir la data pour aller chercher ce joueur? Absolument. Alors, c'est venu, on a beaucoup cherché d'abord en D2, en National, en Europe. Voilà, on a beaucoup cherché, on a observé beaucoup de joueurs. Soit c'était pas possible financièrement, soit sportivement ça convenait pas. Et puis à un moment donné, après décision, on va élargir un petit peu le champ d'horizon. Et la data est un bon moyen de savoir à un moment donné pour sélectionner, puisqu'on n'avait pas observé. On n'avait pas observé, donc il fallait avoir un moyen. Donc on s'est renseigné par rapport aux data. Puis il y a 25 joueurs qui sont sortis, on a regardé, bon, c'était pas possible, certains c'était pas possible. Et puis on est tombé sur Guevara et puis on l'a observé. Parce qu'une fois que la data nous donne le joueur, après on l'observe, bien sûr. Hein. Donc il nous semblait qu'il avait les qualités qu'il fallait pour s'imposer en Europe. Un garçon qui est très explosif, qui va vite. Maintenant, il faut le temps d'adaptation. Hein. Il ne parle pas la langue, il change de continent. C'est assez compliqué. Hein. Donc vous savez, je me réfère souvent au passé, mais si je prends un des joueurs les plus illustres qui a joué à Bastia Zagic, il lui a fallu 1 an pour montrer tout le talent qu'il avait, hein, même s'il montrait par bribes par moment. Donc, ouais, je parle de Zagic, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, voilà. Mais on a voulu aussi commencer quelque chose de nouveau. Et puis on a dit que peut-être le tempérament sud-américain nous convenait très très bien. Donc c'était une idée qu'on avait. Et puis l'occasion fait le larron, et on y est allé. Et puis on a sûrement pris un risque, hein, mais assumé. Donc voilà. Et j'espère que ça marchera bien. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur aussi à faire progresser. Il est aussi un jeune joueur, même s'il vient de l'étranger. Et il va falloir laisser le temps au temps pour qu'il trouve sa pleine mesure. Voilà. On a vu des ventes, et notamment des belles ventes depuis 2 saisons. Désormais, est-ce que l'objectif, c'est de faire peut-être ce qui se fait en Portugal avec des jeunes joueurs à fort talent et pouvoir revendre pour bénéficier de ce qui se fait à cause des droits télé, gagner de l'argent ailleurs? Tu aurais pu répondre. Hein. Parce que c'est dans la politique qu'on applique, donc je te laisse répondre. Voilà. Alors je vais faire un peu référence au passé. Voilà. Je ne sais pas si... Bon, il y en a qui étaient là il y a 25 ans. Ça ne rajeunit pas. Mais c'est ce qu'on a fait il y a 20 ans, 25 ans. On n'a rien inventé. Hein. On n'a rien inventé. Hein. Si je vous parle de Roll, de Juretti, de Drobniak, d'Essien, de Prince, bon, il y a quelques-uns. Bon, je ne les ai pas tous en tête, mais de Pérez. Ils sont arrivés chez nous, ils ont pris de la valeur, on les a revendus. C'est quoi le but? C'est que dans notre budget, il y ait toujours 1 ou 2 ventes par an qui fassent qu'à un moment donné, dans le budget suivant, on ait 30% de plus d'argent. Donc voilà, c'est pas compliqué. Alors, vous parlez des Portugais, on l'a fait avant les Portugais. Vous m'excuserez, mais on l'a fait avant eux. Mais bon, ils se vendent mieux que nous. Voilà. Il y a une question plus immédiate sur le recrutement. Vous avez perdu le leader d'attaque que vous deviez avoir, Miguel Alfarella, qui devait rester et qui a finalement décidé de partir dans des circonstances qui, on le sait, n'ont pas été totalement voulues. Maintenant, vous devez chercher un nouveau numéro 9. Sur quel profil vous partez avec les moyens actuels du Sporting? Quel profil vous voulez aller chercher? Parce que c'est un poste qui est extrêmement important pour faire fructifier les éléments offensifs que vous avez déjà recrutés. Je vais juste rectifier un truc, si tu permets. Vas-y. C'est pas entièrement voulu. C'est au départ, et le joueur qui souhaite partir, c'est pas entièrement voulu. Après, quand on prend notre décision, on aurait très bien pu garder Miguel aussi. Hein. Le garder contraint et forcé. Hein. Bien sûr, mais... Après, on est quand même des gens qui réfléchissons. Et c'est pas de dire... En revanche, je me suis exprimé aussi là sur le sujet. Ce cas-là ne se présentera plus de cette manière-là. Ça s'est passé.
on retient les leçons du passé. Peut-être un peu de naïveté, c'est ça que vous voulez dire? J'irai pas jusque-là quand même. C'est pas forcément de la naïveté. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire. C'était preuve de bon sens. Et ça veut pas dire que faire preuve de bon sens, ça veut pas dire que tous les cas se dérouleront de la même manière. Donc, on a fait preuve de bon sens parce qu'on était à une situation qui était assez complexe, assez fermée. Mais je pense qu'on est des gens qui sommes assez ouverts pour avoir une réflexion et pour dire que, malgré la réflexion qui a été entamée et la décision qui a été prise, il n'y aura pas un deuxième cas qui sera géré de la sorte. Après, Miguel Farella, moi le premier, je voulais le garder. Donc, il est parti, bon, dans des conditions un petit peu que je déplore. Voilà, mais je ne veux pas en rajouter parce qu'après, ça peut faire des vagues. Donc, voilà. Je préfère regarder devant. C'est pas un avant-centre, Miguel Farella n'est pas un avant-centre classique. C'est un très bon attaquant, mais c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que Miguel Farella n'avait pas réussi avant de venir à Bastia. Moi, je suis pour rien. Hein. C'est les gens qui étaient présents avant nous, et Benoît non plus, les gens qui étaient présents avant nous, qui ont recruté Miguel Farella avec Claude comme président. Et pendant 18 mois, Miguel Farella, il a eu un parcours assez quelconque. Il a eu 6 mois où il a pu montrer toutes ses qualités. C'est le but qu'on a pour tous les joueurs. Donc, ce qui a été fait pour Miguel Farella, on veut le faire sur 12 joueurs, 15 joueurs, 20 joueurs, voilà, on veut faire ça. Donc maintenant, pour revenir à un avant-centre, maintenant, on a besoin d'un avant-centre avec un style particulier. On a besoin de... On en a qui peuvent jouer, mais il faut peut-être pas leur donner trop de responsabilités trop vite. Je pense que Rodriguez va se faire, je pense que Boumouaoui va se faire, mais il faut un peu de temps. Donc, pour faire la transition, il nous faut quelqu'un qui, à un moment donné, apporte, même si ça va être encore un joueur à faire, hein, Benoît il le sait, hein, voilà, parce qu'on a essayé de faire on a essayé beaucoup de joueurs qui ont déjà marqué des buts, tout ça, c'était mission impossible. Donc voilà, donc il va falloir encore. On a un bon profil, je ne vous cache pas qu'on a un bon profil, qui est un joueur qui est grand, costaud, bon point d'appui, très bon jeu de tête. On a un bon profil. Je ne sais pas s'il va se faire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je laisse les gens chercher. Il y en a qui vont se... Mais on a ce profil-là. Vous savez, on a 2 réflexions aujourd'hui. Aujourd'hui, le recrutement est pratiquement bouclé. Mais on a 2 réflexions et je pense que y réfléchir, c'est très très important pour la suite. On a Douméguide qui est blessé. Et malheureusement, il est en pleine reprise et il se reblesse encore pour 1 mois. Donc, combien de temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau? 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. Donc, on a eu cette tuile-là. On a fait venir Guevara. On a pris un risque d'adaptation, pas sur la qualité du joueur. Combien de temps pour qu'il s'adapte? Donc, on a une réflexion. Est-ce qu'on prend quelqu'un ou pas? Ou est-ce qu'on fait confiance à un jeune? On a encore 3 semaines pour décider. Mais on a cette réflexion-là. Est-ce qu'on prend quelqu'un ou est-ce qu'on prend personne? On continue comme ça, le temps que Guidi revienne, le temps que Guevara s'affirme. Et puis on a le petit Roncal qui est exemplaire. Donc voilà, plus Clesson, est-ce qu'on va faire comme ça ou pas? C'est la réflexion qu'on a. Mais je vous le livre comme... c'était une réunion de 2 heures lundi. Et puis on a la réflexion de l'avant-centre. Aujourd'hui, on peut fonctionner sans prendre d'avant-centre. Moi, j'ai vu les matchs, on peut fonctionner sans prendre d'avant-centre vraiment type. Hein. On a de la qualité. Mais c'est vrai que sur la durée, un attaquant de plus nous ferait du bien. Un attaquant différent. Donc, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, un attaquant axial, qui, à un moment donné, est bon dans la surface, qui est un bon point d'appui, qu'il va falloir faire progresser dans la fluidité du jeu. Voilà. Donc, s'il avait tout, il ne viendrait pas chez nous, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais un garçon qui a un potentiel, et j'espère que... On va conclure dans les prochains jours. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Petite question à Benoît Tavenot avant qu'il aille participer à l'entraînement, pour le faire un petit peu participer aussi. Benoît, Fred l'a dit, le président l'a dit, vous êtes ancien formateur, ça c'est une force aussi quand on a un groupe aussi jeune. Mais le championnat de Ligue 2, on l'a vu, c'est un championnat qui est quand même assez particulier. Est-ce que vous aussi, vous devez préparer ces jeunes à découvrir une adversité qui est très différente et un championnat qui s'annonce aussi
très serré, aussi bien en haut qu'en bas. Quand on a des jeunes joueurs comme ça qui manquent parfois d'expérience, comment est-ce que vous allez vous y prendre? On va s'y prendre en travaillant beaucoup. Après, moi, je préfère avoir des jeunes joueurs avec des qualités fortes que des plus anciens avec un peu moins de qualité. Bon, l'année dernière, j'étais à Dijon. C'est un championnat national, c'est un championnat très, très compliqué aussi. On avait une équipe jeune. Et les jeunes qui ont des qualités avancent vite. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça par rapport à ça. De toute façon, on est parti sur ça et moi j'adhère totalement à ça. Donc je me pose pas cette question-là du championnat difficile, la Ligue 2. Non, je regarde les qualités des joueurs, je regarde le travail qu'on fournit et après on avancera à notre rythme. Bien sûr que on aimerait tous avoir des joueurs d'expérience, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Mais c'est assez compliqué. On en a quelques-uns quand même dans l'équipe. Il ne faut pas non plus les oublier. Par Placide, Bonner, on en a quelques-uns qui, à un moment donné, Vincent. Je ne vais pas tous les citer. Voilà. Mais on a 6, 7, 8 sur lesquels on peut se reposer. Ce que je veux dire, c'est que on va avoir d'autres qualités que l'expérience. Bien sûr que l'expérience c'est important. On aimerait bien avoir l'expérience des garçons qui, on aimerait bien. Je vous ai dit la difficulté d'avoir des joueurs. On aurait bien aimé avoir un arrière central. Bon, c'était pas possible financièrement, qui nous amène cette expérience-là, par exemple. Mais on a choisi une autre voie. Mais les jeunes, ils amènent de la fougue, ils amènent de l'enthousiasme, ils amènent de la vitesse. Donc, ce qu'ils n'ont pas d'un côté, ils vont le compenser par d'autres choses. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un football vivant. Et justement, on a choisi ces joueurs-là parce qu'à un moment donné, il y a de la vitesse, il y a du culot. Donc, ça va compenser peut-être le manque d'expérience. Bien sûr qu'on aimerait avoir tout, mais bon, on ne veut pas tout avoir. Et donc, on a choisi cette voie-là. Et comme a dit Benoît très justement, ça avance vite quand on a des qualités. Quand on a des qualités, on avance vite. Voilà. Je vous ai parlé de mes années, je ne veux pas parler de moi, mais de mes années dans les années 90. Les Juretti, les Pérez, les Rolls, c'était des jeunes. Hein. Voilà, donc c'était à un moment donné une politique voulue. Hein, donc voilà, et assumée. Et on était en première division. Donc voilà, on essaie de faire la même chose. Et je pense que la qualité des joueurs, notamment de la vitesse, de l'enthousiasme, cette envie de progresser, cette envie d'avoir faim, compense un petit peu le manque d'expérience. Pour rester sur le sportif, il y a un match qui approche face à l'équipe d'Angers. À défaut d'avoir pu recevoir à Foriagne en raison des travaux, c'est un vrai test match face à une Ligue 1 avant d'affronter une équipe qui, elle, redescend de Ligue 1. Ouais, c'est notre dernière répétition. Après, ils vont jouer dans un système différent de Metz. Voilà, apparemment, Metz joue à 5 sur les derniers matchs. Donc nous, on va préparer le match d'Angers pour jouer contre le système d'Angers et on préparera le match de Metz pour jouer le système de Metz. Mais après, pour les joueurs, voilà, ça va être important de s'approcher des 90 minutes pour pas mal de monde. Et pour terminer sur la discussion de tout à l'heure, un jeune joueur avec des qualités, après 15-20 matchs au niveau, ça va très très vite. Mais c'est sûr que... au bout de 5 matchs, 6 matchs, ça fait un peu des erreurs, mais il faut les accepter, il faut continuer. On a une idée très claire de la direction. Voilà. Donc on l'a prise et on y va. Il ne faut pas perdre confiance. Après ce stage à Aix-les-Bains, est-ce qu'il y a malgré tout un groupe de 18 qui commence à se détacher? Oui, bien sûr. Il y a un groupe qui commence à se détacher, même si l'ensemble du groupe a vraiment, je dis depuis le départ, hein, depuis le 3 juillet, l'ensemble du groupe travaille fort et bien. La mentalité de travail est excellente. Après, bien sûr, il y a les premiers choix qui arrivent. Et les premiers choix, c'est le match d'Angers, puisqu'on se déplace qu'à 18. Maintenant, le groupe d'Angers ne sera pas obligatoirement le groupe de Metz, mais voilà, c'est la vie d'un entraîneur, c'est la vie d'un joueur. Et maintenant, les choix commencent à arriver, mais il faut garder le fil sur la durée. Qu'on soit entraîneur, directeur sportif, président et joueur, voilà, il ne faut pas changer de ligne toutes les semaines. Si je joue, c'est bien. Si je ne joue pas, c'est pas bien. Non, il faut regarder à moyen terme. Le moyen terme pour nous, c'est quoi? C'est la saison qui arrive. Concernant Lisandro Tramoni, où en est-il physiquement? Il est en retard, Lisandro.
Il est en retard parce qu'il s'est arrêté à Pisa pour une petite alerte musculaire. Il avait fait 12 jours sans entraînement collectif. C'est un joueur pétri de talent, très talentueux, un joueur de différence, voilà, qui va nous apporter beaucoup. Il faut qu'on l'amène à son meilleur niveau athlétique le plus rapidement possible, mais là, il est un peu en retard. Oui, la dernière question. Donc finalement, si on a bien compris, le message annoncé aussi au public, c'est qu'il va falloir être patient. Il ne va pas falloir tout de suite tirer des conclusions sur le groupe. Tu veux répondre? Je réponds, moi. Non. Le public, non. Moi, j'ai pas de consigne à donner au public. Le public, c'est un public extraordinaire. Il est là pour nous pousser. Et s'il n'est pas content, il a le droit de ne pas être content. Voilà. Donc, non, je demande ni de la patience, ni de l'intelligence. Je demande un soutien fort, comme ils ont l'habitude de le donner, de nous donner de la force. Après, ils ont le droit de pas être contents, mais comme je vous l'ai dit, voilà, nous, on a pris une direction. On va travailler fort, et on travaille très fort depuis le départ. Et on sait qu'à un moment donné, ça va avancer fort pour nous aussi. Donc voilà, mais je demande ni de l'indulgence, je demande rien du tout. Je demande de la justesse, voilà, du suivi, et je demande qu'ils restent comme ils sont, voilà, tout simplement. Messieurs, dames, merci. Merci beaucoup. Merci.